Bienvenue à toutes et à tous. C'est notre couverture et notre journée spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme se poursuit sur Médien TV. Je suis ravie d'être parmi vous à cette occasion. Pendant 2 heures, les 2 prochaines heures, nous allons échanger des échanges constructifs en compagnie d'intervenantes très distinguées et de militantes engagées en faveur de la cause féminine. Nous allons parcourir les gestes élémentaires pour une génération égalité. 12 gestes tels que la répartition équitable des responsabilités ou encore la valorisation des filles en passant par une redéfinition de l'expression être un homme. Il sera aussi question dans cette émission de mettre en lumière les manques économiques à gagner de l'inclusion des femmes dans le monde du travail. Et je vous propose de commencer par le commencement. Je fais la référence à la Constitution marocaine de 2011 où le principe d'égalité des genres est prévu dans l'article 19 de la dite Constitution. Et j'accueille à ce propos ma première invitée en direct depuis le siège de Josso, Forum des femmes marocaines à Rabat, une militante hors pair et sur plusieurs fronts. Elle a d'ailleurs été tout récemment réélue en tant que présidente des femmes socialistes du monde et c'est un réel plaisir que de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Wafa Hadji. Merci pour l'invitation et merci et j'espère que je serai avec vous pendant cette heure pour pouvoir éclairer sur cette question donc d'égalité et de parité. Exactement, nous allons en parler. Je voudrais peut-être rappeler à nos téléspectateurs cet article 19 de la Constitution 2011, je cite « L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment à ratifier par le Royaume et ce dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes et il est créé à cet effet une autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Fin de citation. Wafa Hadji, qu'est-ce qui a été fait depuis cette Constitution de 2011 pour la cause féminine au Maroc ? Eh bien justement, depuis 2011, rien n'a été réalisé. La mise en œuvre de l'article 19 n'a pas été mise en œuvre, donc nous avons un problème. Depuis 2011, nous sommes dans un statu quo par rapport aux années d'avant, aux années précédentes. Et même, je pourrais dire qu'il n'avance pas à recul. La PALD n'a pas encore été mise en œuvre, elle n'est pas réelle, même si son texte de loi a été adopté il y a 2 ans. Au niveau de la représentation politique, nous sommes encore loin de la parité et rien n'a été, parce que l'article 19 dit que l'État doit mettre en œuvre la parité progressivement. Mais bon, rien n'a été réalisé, aucun texte de loi n'est venu réellement faire avancer les choses et c'est en fait pour cela que nous avons créé le collectif Parité Maintenant. Oui. Pour mettre en œuvre l'article 19 avec une perspective allant en 2030. Ceci pour la parité politique. Mais nous, en tant que collectif, nous parlons de la parité globale dans tous les domaines. Je pourrais dire la même chose au niveau des aspects économiques, de la vie sociale. C'est vrai que la femme est très très présente aujourd'hui dans tous les secteurs économiques, mais le plafond de verre est toujours là. Et au niveau de la prise de décision, plus on s'élève dans l'échelle finalement de la prise de décision et dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, alors qu'aujourd'hui les femmes ont fait leurs preuves, on connaît leurs compétences et donc pour nous c'est un challenge d'arriver à modifier nos lois, à les amender et à mettre en place aussi des mesures d'accompagnement pour aussi changer les mentalités, parce que c'est là aussi où le bas blesse, c'est au niveau des mentalités. Oui, mais donc nous sommes à la veille d'élections électorales, Wafa Hadji. Quid de ce processus démocratique et les femmes et la construction démocratique dans notre pays? Pensez-vous qu'on puisse
qu'il y reste encore espoir pour changer les choses sur cette représentativité politique. Nous passerons bien évidemment un peu plus tard dans l'émission sur le volet économique, mais avant, restons dans le politique. Est-ce que vous voyez quand même le bout du tunnel? Est-ce que l'horizon s'éclaircit, notamment à la veille de ces élections? Ce que je peux dire en ce qui concerne cela, parce que nous avons eu nous avons fait tout un travail de lobbying, nous avons présenté une pétition, justement, dans le sens où les élections doivent être, la parité au niveau électif doit être une priorité. Et je pense sincèrement qu'avec les derniers projets de loi qui ont été présentés au Parlement et qui ont été soumis et validés par le Conseil des ministres sous la présidence de Sa Majesté le Roi, on peut dire qu'il y a une dynamique qui a été créée, c'est-à-dire que nous sommes sortis du statu quo qui existait depuis la Constitution de 2011 et il y a quelques avancées. Par exemple, le fait qu'il y ait aujourd'hui le tiers au niveau des conseils préfectoraux et des conseils provinciaux, que les lois aussi précisent une présence minimale de femmes au niveau des collectivités territoriales, des communes rurales, des communes urbaines. Et je suis contente qu'au niveau des communes rurales, il peut y avoir plus de femmes présentes. Parce que dans le cadre du projet de régionalisation du Maroc, il y a un énorme potentiel au niveau territorial qui n'est pas exploité. Et la vision des femmes au niveau de la responsabilité des collectivités territoriales est importante. Au niveau aussi de la Chambre des représentants, il y a eu le passage en fait de la liste nationale de 60 à des listes régionales de 90. Donc, les avancées sont là, la dynamique est créée et je pense que ça a répondu aussi donc à une volonté importante au plus haut niveau de l'État pour aller plus loin. Nous attendions plus, c'est sûr. Nous attendions que, au niveau des élections de 2021, nous puissions arriver au tiers dans toutes les instances et dans tous les conseils, au niveau aussi bien national que régional que local. Parce que nous considérons que le tiers, et c'est ce qui ressort au niveau mondial et international, c'est que la représentation du tiers au niveau des instances constitue la masse critique qui permet à la parole des femmes de s'exprimer et de peser sur les décisions. Et donc nous avons fait des propositions d'amendement pour atteindre le tiers. Nous attendons, les lois sont en train d'être discutées au niveau du Parlement. Nous avons demandé et nous avons vu tous les groupes parlementaires pour leur demander. Vous parlez de cette pétition. Vous parlez de cette pétition, Wafa Hadji, qui a été justement présentée aux différents partis politiques, mais pas que, qui a été également déposée à la Chambre des représentants. C'est de cela qu'il est question par rapport à cette représentativité finalement des femmes et en tout cas ces réformes électorales qui devraient encourager cette représentativité des femmes dans le champ politique. Écoutez, la pétition, en fait, a été déposée effectivement auprès du président de la Chambre des représentants le 31 décembre 2020, après avoir recueilli plus de 20 000 signatures. En fait, nous voulions que ça ne soit plus simplement la demande d'un collectif composé de 70 personnalités, femmes et hommes, mais que ça devienne une revendication appuyée par l'opinion publique. Et cette pétition demande d'abord la mise en œuvre, l'élaboration d'une loi cadre qui viendrait définir un peu les champs de mise en œuvre de l'article 19, que ça soit politique, que ça soit économique, social, environnemental, et qui viendrait en fait mettre l'horizon de 2030 comme pour atteindre la parité au niveau de l'ensemble de ces structures et de ces instances. Et nous avions, la pétition demande également que l'on accorde une priorité aux élections de 2021, parce que nous considérons que c'est que par le politique que nous pourrons réellement changer aussi les choses. Et donc la présence des femmes dans le gouvernement, au Parlement, dans les collectivités territoriales est de nature à permettre, si vous voulez, d'influer sur les politiques publiques
Et c'est ça qui est important. Il faut que les femmes puissent être à un niveau de responsabilité qui leur permette d'influer sur finalement les politiques publiques, surtout que nous sommes à un moment où nous allons sortir d'une crise économique, où on va mettre en place les éléments et les plans de relance et de reprise économique après la pandémie. Et il est important que la femme, qui représente aujourd'hui plus de la moitié de la population, puisse être présente. Voilà. Mais nous avons également, lorsque les projets de loi ont été soumis et validés par le Conseil des ministres, on a fait un travail de plaidoyer également auprès des groupes parlementaires avec des amendements précis sur les projets de loi qui ont été présentés pour pouvoir donc arriver au tiers. Dans l'espoir que ce tiers puisse être mis en œuvre aujourd'hui pour arriver à la parité en 2030. Vous avez évoqué un aspect très important et peut-être même qui pourrait changer les choses, parce qu'on sait que quand il s'agit de raisons pécuniaires, ça pourrait peut-être pousser plus vers le changement. Et dans ce sens, je vous propose d'ailleurs d'enchaîner avec les principales conclusions de cette étude intitulée « Les coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc ». C'est une étude qui a été copubliée par la Direction des études et des prévisions financières dépendant du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Et ONU Femmes, nous allons suivre un sujet tout de suite signé Ala Abnani. Nous revenons bien sûr à la discussion en compagnie de mes invités. À tout de suite. On ne va pas suivre ce sujet-là, mais en tout cas, ce qu'on pouvait en retenir, c'est que, sur les 10,5 millions de personnes actives au Maroc, seulement 2 millions, un peu plus de 2 millions sont des femmes. On parle bien évidemment du secteur formel. En tout cas, on gagnerait beaucoup à avoir cette équité, cette égalité sur le marché du travail, en incluant la femme davantage. Et c'est ce que l'on va discuter tout de suite en compagnie de professeur Bouchra Rahmouni, qui est directrice de recherche au Policy Center for the New South. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Bouchra Rahmouni. Bonjour Khadija, merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir, puisque nous devions suivre un sujet, mais selon vous, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de cette étude? Quels sont les chiffres qui vous ont le plus marqué par rapport à l'inclusion féminine dans le marché du travail au Maroc? Alors écoutez, vous savez, quand il s'agit de scoring, on peut le dégager sur la base de plusieurs études et rapports. Moi, pour être brève, je pourrais me référer à 5 indicateurs qui sont contenus dans un rapport qui complète cette étude, c'est le rapport du PNUD. Parmi ces indicateurs, on a souvent le revenu national brut, le taux d'activité des femmes, l'activité dans le secteur agricole, la bancarisation et le ratio des femmes au chômage. Alors, ces indicateurs révèlent des inégalités, certes hommes-femmes, et montrent aussi que les champs d'action visant à réduire des inégalités sont multiples. Donc, je pourrais dire aussi qu'il est primordial d'y remédier, sachant que le développement humain et social reste tributaire de l'inclusion des femmes. Alors, justement, un chiffre qui est intéressant, c'est que tous, on peut dire HCP, la Banque mondiale, l'ONU Femmes, ils s'accordent tous sur le fait que l'insertion égalitaire des femmes dans le monde du travail au Maroc impactera le PIB, qui connaîtra une hausse qui variera selon les institutions précitées entre 25 et 37%. Alors, je voudrais aussi citer un autre rapport qui nous donne des raisons d'être optimistes. C'est un rapport, c'est le rapport de la Banque mondiale, le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2020. Alors, on peut dire, c'est-à-dire selon ce rapport, le Maroc a un score qui est supérieur à la moyenne mondiale estimée et dépasse largement la moyenne de la région MENA. Alors, si on devait conclure quelque chose, on pourrait conclure que ce rapport prouve que les textes et les lois sont favorables à l'insertion, l'autonomisation économique de la femme. Parce que selon le même rapport, le Maroc a obtenu un score de 100 dans les indicateurs mobilité, travail et entrepreneuriat. Est-ce que, donc, ce que vous dites, c'est que des choses ont été faites, beaucoup reste à faire, Bouchra Rahmouni, mais quand on parle aujourd'hui d'insertion dans le marché du travail,
il reste aussi cet élément central et très important que l'on pousse d'ailleurs au plus haut niveau de l'État, celui de l'entrepreneuriat. Or, aujourd'hui, l'entrepreneuriat des femmes au Maroc reste limité et cloîtré dans l'informel souvent. Donc, que faut-il faire pour faire de la femme entrepreneur marocaine, pour lui donner une place, et notamment par rapport à ses consoeurs africaines, parce qu'en Afrique, l'entrepreneuriat féminin a eh bien, marqué beaucoup d'avancées ces dernières années. Malheureusement, au Maroc, eh bien, on marque le pas et on a du mal à suivre cette tendance. Alors que faut-il faire? Quels sont les éléments peut-être à déclencher pour avoir un entrepreneuriat féminin made in Maroc plus efficient? Alors écoutez, on pourrait penser à une multitude d'outils pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Néanmoins, la question première qui se pose, c'est comment faire pour qu'une grande partie des femmes ait accès à l'information. D'ailleurs, qui détient l'information détient le pouvoir, comme on dit. Mm. Alors, si l'on veut encourager l'entrepreneuriat féminin, il faut songer aussi à véhiculer à travers donc les réseaux sociaux, le bouche à oreille et l'organisation d'événements. Donc, si vous voulez, tout ce qui peut venir en aide à, à cette femme entrepreneur. Alors, par exemple, un réseau social pourrait éventuellement être créé en conséquence, un réseau social à visée collaborative, c'est-à-dire qui ambitionne l'entraide, le partage d'expériences et la mise en place et l'accès à des guides disponibles à toutes les femmes désirant se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il existe par ailleurs d'autres initiatives qui pourraient permettre le développement de l'entrepreneuriat féminin, Mhm. telles que créer un collectif pour rassembler les fonds selon la nécessité, créer des incubateurs qui viseraient à soutenir et accompagner les startups ayant un leader féminin, favoriser le mentorat, la culture du give back, célébrer les success stories et le levier du numérique pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est free resources. Si je devais résumer ces actions, je les résumerai en 3 points essentiels. Sensibiliser la population concernée, vulgariser le concept d'entrepreneur et démystifier l'acte d'entreprendre. Et aussi, je crois qu'il y a une autre opportunité à saisir, c'est celle de la régionalisation avancée. Mhm. Que Madame Hadji a cité cet élément tout à l'heure par rapport à la régionalisation. Ouais. Quel est le rôle aujourd'hui des régions dans cela, pour mettre en valeur et même encourager l'entrepreneuriat chez les femmes? On le voit bien sûr dans beaucoup des régions du royaume grâce aux coopératives. Quel est l'autre rôle des régions dans cet aspect-là, Bouchra Rahmouni? Puis nous poserons également la question à Wafa Hadji. Alors, comme je viens d'en parler, c'est que la régionalisation avancée, donc elle a été citée dans la Constitution de 2011, dont l'article 1er. Elle constitue un cadre principal pour voir prospérer la femme en tant que membre actif de la société, et ce, à toutes les échelles. Alors, si l'on pense la région comme un territoire avec l'ensemble de ses composantes, on ne peut que voir dans la régionalisation une opportunité de la mise en place d'outils visant l'accompagnement des femmes vers l'autonomisation. Alors, si vous voulez, de région en région, les défis auxquels doivent faire face les femmes ne sont pas les mêmes. Par conséquent, la région, à l'image d'un écosystème représentatif du pays, devrait encourager à la gestion, ou plutôt devrait encourager la gestion à échelle locale, qui permettra sans aucun doute de répondre aux besoins régionaux spécifiques plus rapidement et efficacement. Parce que les besoins des femmes, même à l'échelle nationale, ne sont pas les mêmes. Entre le nord, le sud et même à l'échelle territoriale, si on peut prendre une ville comme un territoire, ben on pourra la subdiviser, les quartiers pourraient être divisés en territoires. Et entre quartier et quartier, les besoins et les spécificités ne sont pas les mêmes. Alors, pour mieux comprendre et avoir une vision concrète de la situation de la femme, je crois qu'il faut songer à mettre en place des outils d'évaluation des politiques publiques sociales à l'échelle des territoires. Je dirais d'évaluation plutôt de la déclinaison des politiques publiques sociales à l'échelle des territoires pour estimer le niveau d'intégration des femmes et l'impact social et économique de cette intégration des femmes. Et toujours à cette échelle territoriale, il serait opportun de consacrer une place importante et décisionnelle aux femmes dans les diagnostics et processus territoriaux et leur donner la parole.
Merci beaucoup, professeur Bouchra Rahmouni. Justement, leur donner la parole. Rapidement, il nous reste deux petites minutes avant le flash de l'information. Wafa Hadji, comment faire pour faire de... Qu'est-ce qu'il faut... Comment faire de la question des femmes et des jeunes filles aussi, tout comme cette question de régionalisation, plus qu'un slogan. Au niveau économique ? Absolument. Oui. Alors écoutez, moi je pense qu'au niveau économique, si on veut véritablement d'abord déjà développer l'entrepreneuriat, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect formation. Vous savez que l'entrepreneuriat demande aussi une formation en gestion, une formation importante. Et donc, je pense que les actes de formation pourraient être faits. Au niveau de la région, je suis d'accord avec Madame Rahmouni parce que la région connaît mieux son territoire et elle peut aussi donc développer des bases d'idées, des bases de projets qui concernent la région. Il y a aussi l'accès au financement. Vous savez, les femmes aujourd'hui ont très peu accès au financement bancaire et là, c'est un frein énorme. Il y a également l'accès au foncier. Parce que pour créer des coopératives, pour pouvoir mettre en place de l'entrepreneuriat, surtout dans le monde rural, il faut avoir l'accès au foncier. Et nous connaissons les problèmes de l'accès au foncier de manière générale et pour les femmes de manière particulière. Et puis, je pense que de manière générale, pour l'emploi, pour la participation des femmes dans cet aspect économique et d'autonomisation, nous avons besoin de nous pencher réellement, d'évaluer pourquoi le taux d'activité des femmes baisse autant et a chuté en quelques années. En 10 ans, absolument. Et aussi, nous avons besoin de travailler sur l'informel. Voilà. Oui, Wafa Hadji, nous allons continuer avec vous. Dans ce domaine-là. Nous aurons le plaisir de continuer avec vous la discussion et notamment sur cette question d'employabilité, en sachant qu'il y a beaucoup de lauréates qui, chaque année, sortent des écoles, soit-elles d'ingénieurs ou d'autres spécialités, mais où vont finalement ces femmes? Pourquoi on ne les retrouve pas sur le marché du travail? Nous allons en parler après ce flash de l'information. Merci à tous de rester avec nous et je vous retrouve bien sûr après le flash. Et nous sommes toujours avec vous en direct sur Média TV pour cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Donc nous allons continuer bien sûr d'échanger autour de cette question de l'inclusion de la femme. Sur le volet politique, économique, comme il a été discuté sur la première partie de cette émission, mais aussi sur le volet éducatif. Et là, il s'agit d'une initiative que nous allons traiter à présent, une initiative d'ONU Femmes. Il s'agit du Forum Génération Égalité, sous l'égide donc de cette institution onusienne. Il va s'ouvrir à Mexico du 29 au 31 mars et culminera à Paris en juin prochain. Ce forum rassemble représentants d'État, organisations internationales, bien sûr, société civile, sans oublier le secteur privé, et ce, autour d'actions concrètes et durables pour faire progresser l'égalité femmes-hommes. C'est un récit signé Ala Benani, Parité oblige. En septembre 2019, ONU Femmes a lancé un mouvement incontournable de la lutte pour les droits des femmes, les droits des filles et l'égalité femmes-hommes. Son nom, Génération Égalité. Ce mouvement, grâce à 12 petits gestes du quotidien, œuvre à réaliser une véritable égalité entre les genres. Pour ONU Femmes, l'égalité commence à la maison. Les couples doivent se répartir les tâches domestiques. Ce geste, explique ONU Femmes, permettra à la femme d'avoir autant de temps et d'énergie que l'homme pour progresser dans sa carrière et donc gagner plus. Le deuxième geste consiste à dénoncer le sexisme et toute forme d'harcèlement à l'égard des femmes. Soit-il moral ou physique, le harcèlement fait partie des principaux chevaux de bataille d'ONU Femmes. Le troisième geste, lui, se penche sur le refus du modèle binaire masculin-féminin dans le sens de la garantie des
des droits des personnes, quelles que soient leurs orientations identitaires. Pour le 4e geste, les femmes sont appelées à exiger une culture professionnelle égalitaire, à rejeter toute forme de discrimination sur le lieu de travail, toute inégalité salariale basée sur le genre et exiger une représentation équitable des femmes dans la prise de décision professionnelle. Cette représentativité des femmes devrait aussi se faire valoir dans les droits politiques. C'est l'essence même du 5e geste. En 2020, les femmes ne détiennent que 25% des sièges dans les parlements nationaux et représentent moins de 7% des dirigeants du monde. Par ailleurs, des millions de femmes subissent un impact disproportionné des effets du changement climatique. Le mouvement Génération Égalité appelle les femmes à effectuer des achats responsables, des produits respectueux de l'environnement, opter pour le recyclage et surtout promouvoir la culture verte. Vient ensuite la question de la diffusion et les productions littéraires, cinématographiques et autres manifestations culturelles féminines. Regarder, écouter, lire et acheter les œuvres produites par les femmes, martèle ONU Femmes dans son manifeste. Dans ce même sens, il y a l'éducation. La fille n'est pas une princesse et l'homme n'est pas un robot sans cœur, soutient ONU Femmes. La femme et l'homme de demain doivent être valorisés et sortis des sentiers battus. Enfin, les 10e, 11e et 12e gestes traitent de l'engagement de la femme dans une cause humanitaire, des standards de beauté et le droit de prendre des décisions. À ce propos, ONU Femmes appelle les femmes à dénoncer les stigmatisations du corps ou body shaming et à faire des choix sans la pression d'aucune autre partie tierce. It is time to take action. It is time to take action. C'est le temps d'agir. Donc, Wafa Haji, la présidente de l'Internationale socialiste des femmes, est toujours avec nous et j'ai le plaisir à présent d'accueillir par Skype Mriem Nossairi, directrice de projet à ONU Femmes Maroc, qui est donc à l'initiative de ce Génération Égalité. Bonjour Mriem Nossairi, merci d'être avec nous. Bonjour Khadija, heureuse d'être avec vous aujourd'hui en commémoration de la Journée internationale des droits de la femme. Donc, on vient de suivre 12 gestes. Pourquoi 12 ? Comment ONU Femmes a établi ces 12 gestes du quotidien, finalement, qui sont censés instaurer, asseoir une culture de l'égalité des genres, et ce plutôt, dès les premiers âges et dès l'enfance. Oui, alors pourquoi 12 gestes ? 12 gestes, le chiffre 12 est symbolique puisqu'il fait référence aux 12 domaines critiques qui ont été adoptés au programme d'action de Beijing. Alors, à titre de rappel, le programme d'action de Beijing a été adopté à l'issue de la 4e conférence mondiale sur les femmes en 1995 et qui a marqué un avancement sans précédent pour les droits de la femme. Et donc, ce programme de Beijing constitue un cadre de référence pour le changement avec des engagements complets, une batterie d'indicateurs qui, eux, sont censés répondre à ces 12 domaines critiques. Et donc, ces 12 domaines critiques constituent des obstacles qui sont devenus des 12 gestes que la communauté internationale, les citoyens, toute personne peut prendre en compte pour avancer l'agenda de l'égalité. Très bien. Est-ce qu'il y a certains où le Maroc vraiment a beaucoup de chemin à parcourir sur ces 12 gestes qui ont été préétablis, en tout cas ces 12 freins? Quels sont ceux où le Maroc, justement, score pas très bon par rapport aux autres pays de la région, par exemple? C'est-à-dire qu'avant même de parler du Maroc, moi je tiens à préciser que 25 ans après le programme d'action de Beijing, aucun pays n'a réussi à atteindre une égalité effective. Et c'est pour cela que la génération égalité a été mise en œuvre. C'est justement pour essayer d'accélérer ce progrès et pour miser sur cette nouvelle génération, puisque les générations passées n'ont pas été capables d'atteindre ces indicateurs alors qu'il y a eu un engagement mondial. L'idée était de donner cette chance à cette nouvelle génération montante qui s'exprime, qui se mobilise sur les réseaux sociaux pour essayer d'arriver à ce dialogue de parité et d'inclusivité et d'égalité. Maintenant, par rapport au Maroc, les 12 gestes que l'on préconise sont applicables à tous les pays, pas seulement au Maroc, mais je vois qu'on fait déjà beaucoup de choses au niveau du pays, ne serait-ce que par rapport au partage, le premier geste dont vous avez parlé, qui est le partage des responsabilités au sein de la famille.
Si vous vous rappelez bien, pendant le confinement, il y a eu toute une campagne de sensibilisation qui est passée à la télé, sur une des chaînes de télévision, qui préconisait les masculinités positives et qui promouvait le partage équitable des tâches au sein de la famille. Et là, on parle de hommes-femmes, mais également de filles-garçons, parents-enfants, de telle manière à ce que l'enfant comprenne le modèle et puisse le reproduire par la suite. Il y a aussi dénoncer le sexisme. Il y a beaucoup de choses qui se font ici par la société civile, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les publicités sexistes, le harcèlement, cyberharcèlement, harcèlement sur Internet, lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles est également un dossier qui est pris en compte au niveau institutionnel. La loi 103/13 de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles a été adoptée il y a quelques années et apporte quand même des dispositions qui font à ce que le Maroc avance sur ce volet-là. Donc moi je pense que tous les gestes sont à adopter et tous les gestes sont adoptés par tout le monde. De la plus petite échelle, c'est-à-dire ça peut être un engagement au niveau de l'espace privé comme le partage des tâches, jusqu'à une participation politique. Et là, je fais un clin d'œil à cette année électorale avec les élections qui sont prévues d'ici quelques mois. Vous avez évoqué la société civile, elle est représentée aujourd'hui avec nous en la personne de la présidente des femmes socialistes du monde, Wafa Hadji. Donc, on vient de le suivre avec tous ces gestes-là. Mais est-ce que vous pensez qu'avec plus de femmes dans des organes de gouvernance, cela dit, ce n'est même pas une question que je vous pose, je pense que c'est une évidence. Est-ce que, selon vous, s'il y avait plus de femmes dans les organes de gouvernance et qui dirigeaient justement des départements, eh bien, des lois pourraient sortir peut-être, ou même être appliquées davantage pour coller ou s'aligner un peu à ces gestes-là, mais pas que, mais aussi à tous les pactes qui ont été signés par le Maroc avec les institutions internationales. Certainement, certainement. Et c'est pour ça que pour nous, l'application finalement de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution dans ce domaine, avec plus de présence au gouvernement, plus de présence dans les institutions constitutionnelles, plus de présence aussi au niveau territorial, plus de présence dans le secteur économique, permettrait certainement de mettre en place des politiques et un modèle de développement, ou en tout cas élaborer des projets de loi qui seraient plus favorables finalement à l'inclusion des femmes et à leur présence, et permettraient plus rapidement d'y arriver. Moi j'y crois, même si certains disent que ce n'est pas parce qu'une femme sera à la responsabilité qu'elle sera sensible à la question de genre. Je pense qu'avec la masse, c'est-à-dire si on arrive à la parité et avec une bonne présence des femmes au niveau des instances de décision, eh bien, je pense que ça pèsera sur les politiques publiques en faveur justement de tout ce que prônent aujourd'hui les Nations Unies pour pouvoir arriver à l'égalité et le plus rapidement possible. Parce que en fait, cela servirait aussi de modèle, parce que vous savez que nous avons besoin de modèles dans la société, et voir pour les jeunes générations, voir plus de femmes à la responsabilité, c'est une manière aussi donc de banaliser la présence des femmes, et aussi de leur donner des modèles, de leur donner des voies à suivre et des leaderships, parce que dans notre société nous avons besoin de leadership. Donc de leadership parce que quand on parle de répartition équitable des responsabilités, je m'adresse à présent à Mariam Noussairi, eh bien on parle des responsabilités à la maison, mais pas que, parce que il y a aussi la représentativité des femmes en tant que chef d'entreprise ou à la tête ou même dans des conseils d'administration qui restent très faibles. Il y a ce chiffre dans le monde de 25% de représentativité dans le domaine politique, mais il faut dire que sur le volet économique, au Maroc, on est très loin des standards internationaux. Que préconise ONU Femmes dans ce sens? Et quelles sont les actions qui sont menées?
Alors, effectivement, Khadija, au niveau régional et au Maroc, le taux d'activité, d'inclusion économique des femmes est très bas. Alors, il va sans dire que le ministère de l'Égalité a fait adopter il y a quelques mois le programme national d'autonomisation intégrée des femmes au Maroc, qui lui prend une approche inclusive et holistique pour adresser ce problème et qui va de la sécurité à l'arsenal juridique, à la promotion et à la formation qualifiante pour promouvoir l'activité économique des femmes dans ce pays, au Maroc. Donc oui, nous, on travaille avec les institutionnels sur ce volet-là. On essaie de travailler également avec le secteur privé pour promouvoir les capacités des femmes et les rendre autonomes sur le volet économique, ainsi que, sachant qu'une fois qu'elles ont acquis l'autonomie économique, bien évidemment, c'est tout le développement autour qui suit. Et Wafa Hadji, est-ce que les actions entreprises et par la société civile et par bien sûr toutes les composantes de cette société civile, l'exécutif, les institutions internationales, pensez-vous qu'il y a une action transverse qui s'opère aujourd'hui ou il faudrait peut-être travailler sur une espèce de synergie entre toutes ces énergies-là en faveur de l'inclusion des femmes? Moi, je pense effectivement qu'il y a énormément d'initiatives qui sont prises au niveau aussi bien gouvernemental qu'au niveau donc de la société civile, en coordination avec des organismes internationaux, dont ONU Femmes. Mais effectivement, il y a la cohérence d'ensemble. La cohérence d'ensemble qui devrait peut-être être mieux faite, mieux élaborée. Et vous avez raison, je pense qu'il y a, pour qu'il y ait le plus de synergie possible et qu'elle soit exponentielle, nous avons besoin d'un cadre. Et en principe, c'est au gouvernement peut-être de tracer ce cadre. Malheureusement, je pense que ce problème de cohérence n'est pas simplement le fait de la question des femmes au Maroc. Il y a toutes les stratégies manquent de cohérence dans plusieurs domaines. Et donc, je pense qu'effectivement, nous gagnerions à ce qu'il y ait une meilleure coordination entre ce qui se fait sur le plan officiel, le travail des organismes internationaux, et le travail et l'activisme aussi de la société civile. Je pense qu'on gagnerait à avoir cette synergie. Nous irions plus vite et j'espère que la commission qui travaille sur le nouveau modèle de développement puisse amener des solutions et aussi des propositions dans ce cadre-là, parce qu'en fait, il s'agit de gouvernance et je pense que la Commission et le nouveau modèle de développement amènera certainement des réponses en termes de gouvernance. Très bien. Et par rapport à l'applicabilité, Mariam Noussaïri, de ces 12 gestes pour une génération égalité, comment ONU Femmes, justement, compte implémenter cela au Maroc? En encourager tout le monde à y participer. La campagne Génération Égalité est un appel à l'action. Est un appel à l'action à tous les niveaux. Le premier geste qui est le partage équitable des tâches au sein de la famille est la plus petite action et la première action qui peut être entamée par un individu. Après, par exemple, par rapport à la question sur la violence dans l'espace public, une des actions pourrait de dénoncer l'engagement à ne pas se taire quand on voit de la violence dans l'espace public, de la dénoncer, idem pour l'espace de travail. L'idée est de défendre l'égalité salariale, de faire en sorte que l'espace professionnel soit protégé sans harcèlement et surtout défendre l'égalité des chances dans l'évolution des carrières. Par rapport à la participation politique, là également, l'engagement serait non seulement de s'engager dans la politique, mais aussi exercer son devoir de citoyen et d'aller voter.
Un autre aspect sur peut-être les stéréotypes, c'est comment promouvoir les masculinités positives au sein de notre société qui est patriarcale et qui a des préjugés socio-culturels qu'il va falloir déconstruire. Donc, autant d'idées et de gestes tout simples qu'il va falloir faire, et on mise encore une fois sur cette génération montante qui est très active et qui se mobilise à plusieurs niveaux. Et justement, on va peut-être finir cette partie avec vous, mesdames, sur l'avenir Wafa Hadji et surtout sur ces générations futures de jeunes filles marocaines. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans les mêmes pièges des générations passées pour plus d'égalité? Écoutez, d'abord, quand on parle de génération égalité, il faut dire génération des jeunes, femmes et hommes, jeunes filles et jeunes garçons. Oui. Parce qu'on ne compte pas aujourd'hui simplement sur les filles. Et d'ailleurs, nous travaillons beaucoup, par exemple, en tant qu'association JOSO, le Forum des femmes marocaines, nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Parce que nous croyons effectivement, comme l'a précisé notre amie de ONU Femmes, que nous espérons et nous ambitionnons beaucoup pour la nouvelle génération, bien sûr qui ont leurs propres analyses des choses, mais notre rôle est de les accompagner, de leur donner un peu nos pratiques, et à eux, bien sûr, d'en faire ce qu'ils veulent pour la suite. L'essentiel, c'est qu'ils soient sensibilisés et prêts à finalement à mener les actions. Donc, effectivement, moi, je crois beaucoup dans les nouvelles générations qui sont beaucoup plus conscientes que nous ne l'étions, nous, certainement, à notre niveau, et qui ont la chance d'avoir des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que parfois ça peut être aussi une malchance, mais bon, je considère que les réseaux sociaux créent une dynamique que les jeunes exploitent d'une manière formidable, et je pense effectivement qu'il faut compter sur eux, qu'il faut peut-être aussi les accompagner. Et je pense que là, c'est le rôle peut-être du système éducatif marocain qui doit absolument comprendre que les cursus scolaires doivent être revus, que nous devons aller vers plus de liberté dans la prise de parole de ces jeunes pour leur donner leur chance et leur permettre de jouer leur rôle pour l'avenir. Merci beaucoup, merci Wafa Hadji. Un dernier mot peut-être, Mariam Noussairi, représentante aujourd'hui d'ONU Femmes, un dernier mot en moins d'une minute peut-être pour appuyer ce que l'on vient de dire et les recommandations pour cette jeune génération qui nous regarde certainement sur Média TV. Alors, Madame Hadji a tout dit, mais j'aimerais simplement mettre l'accent sur les perceptions des normes sociales auxquelles il faudra s'attaquer au plus vite, et on mise beaucoup sur cette génération-là pour déconstruire ces normes sociales. Je suis d'accord avec Madame Hadji, tout se fait au niveau de l'éducation, au niveau des programmes scolaires et aussi au niveau de la plateforme qu'on donne à ces jeunes, élever la voix des jeunes pour aller vers une société égalitaire et inclusive. Merci beaucoup. Merci Mariam Noussairi pour ce message un peu plus clair. Merci aussi à Madame Wafa Hadji de nous avoir accompagnés lors de cette première heure de cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Merci mesdames. Merci à vous. Et bien sûr, notre journée se poursuit sur Média TV et il s'agit en deuxième partie de l'émission, juste après le flash d'information, de déconstruction des normes sociales et notamment à travers les réseaux sociaux, la littérature, la culture, mais aussi à travers les jeunes. Elles seront avec nous. Merci de rester sur Média TV. Je vous retrouve juste après le flash d'information. À tout de suite. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à cette émission spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes en direct sur Média TV. Et nous enchaînons avec ce rapport du Conseil économique, social et environnemental qui alerte sur la condition de la femme au Maroc et qui donne des recommandations. Nous allons nous arrêter dans le sujet que vous allez suivre sur une recommandation en particulier qui concerne l'émancipation des femmes.
notamment en cassant ce plafond de verre, ces véritables barrières sociétales et psychologiques qui handicapent l'inclusion des femmes, les renvoyant bien sûr à une position inférieure ou encore une position de subordination. Je vous propose de suivre donc ce sujet qui est signé Al Benani et encore une fois, parité oblige. Voilà, à tout de suite. Un pays ne peut prétendre à un quelconque développement et progrès si la moitié de sa force vive, les femmes, en est exclue. C'est ce qu'on peut lire dans la note du Conseil économique, social et environnemental à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le Conseil préconise des changements socio-culturels majeurs, à commencer par la promotion du débat public qui favorise l'évolution des mentalités sur les questions liées par exemple au mariage des enfants ou l'interruption volontaire de grossesse. Le CESE appelle aussi dans sa note à introduire l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires pour inculquer aux enfants les principes de l'égalité femmes-hommes. Enfin, le CESE affirme pour que la femme s'émancipe, elle devra casser le plafond de verre composé des barrières sociétales et psychologiques, des barrières qui favorisent l'immobilisme féminin et met systématiquement la femme dans une position d'infériorité et de subordination, conclut le CESE dans sa note. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Casablanca Monique El Grichi qui dirige l'agence Conseil en communication Mosaïque. Merci beaucoup Monique El Grichi d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité à cette fameuse journée de la femme, des droits de la femme. Et donc, on parle de la femme et on parle surtout en cette partie d'émission de l'image de la femme ou de l'image de l'homme aussi. Et ce que l'on vient de suivre, bon, il faut créer, il faut animer le débat public. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, mais il faut peut-être passer à l'action. Au niveau de la communication, au niveau de cette image véhiculée, que faut-il faire aujourd'hui, vous, en tant que professionnel de la communication, Monique El Grichi ? Alors écoutez, nous, ça fait déjà longtemps que nous luttons justement sur la représentation, en tout cas qu'on fait très attention à la représentation de la femme dans la communication et la publicité. On lutte contre les clichés sexistes, on essaye de, en tout cas nous, dans toutes nos communications et nos prises de parole, de valoriser la femme comme elle doit l'être. Voilà, ça c'est très important. Maintenant, le rapport à l'image est très important. Je pense que les médias ont également un rôle très très important. Il y a beaucoup d'émissions de télévision, il y a eu beaucoup de séries, il y a eu beaucoup de films, souvent d'ailleurs réalisés par des femmes, justement, qui peuvent changer les mentalités. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de chiffres, on parle beaucoup de lois, on parle beaucoup d'incubateurs, de choses comme ça. Mais je crois qu'on a un véritable problème de mentalité. C'est comment faire évoluer les mentalités, comment faire pour que la femme prenne toute sa place dans notre pays. Et malheureusement, on l'a déjà dit, mais on est quand même un des seuls pays au monde où la situation des femmes actives a régressé de quasiment 10 points en 10 ans. Et ça, c'est un vrai... Et je pense que l'explication, nous l'avons. Ce n'est pas, je ne pense pas qu'une étude la donnera. C'est essentiellement des causes culturelles et sociales. En fait, on a une vision de la femme qui est très très limitée. On assigne à la femme le rôle domestique, s'occuper des enfants, s'occuper du foyer. Il y a un retard considérable dans l'éducation des petites filles, notamment dans le monde rural. Et la majorité des femmes occupent des emplois précaires dans l'agriculture, dans le travail domestique. Souvent, c'est plus de 50% des femmes actives qui sont dans ces secteurs d'activité, donc très loin de l'axe Casarabas que nous représentons aujourd'hui, l'axe Casarabas-Tanger quand même, Oui, mais également. bien Tanger, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que l'expression, et parce qu'on le voyait à l'écran à l'instant, l'expression être un homme, comme on la connaît dans notre culture marocaine, était la redéfinir Konrajel, exactement. Est-elle à redéfinir aujourd'hui dans le sens, n'est-ce pas, de ce que vous évoquiez, de ce plafond de verre, de ces freins culturels et de mentalité qui font que la femme peut faire beaucoup pour sa société, mais qu'elle est freinée et qu'elle est handicapée à cause de ces idées biaisées et de ce poids sociétal et psychologique? On revient à l'éducation.
encore une fois. L'éducation, c'est pas seulement l'école, malheureusement, c'est à la maison. Et je pense que si les mères ne changent pas leur éducation auprès de leurs enfants, et les deux personnes qui ont intervenu avant l'ont bien dit, hein, vis-à-vis de leurs garçons, mais également de leurs filles, on ne fera pas évoluer les mentalités. C'est clair que être un homme, comme on dit, qu'on ragel, ou bien quand on voit une femme, disons, qui travaille, qui a une forte personnalité, on lui dit, ah ben, Ada Rajel Ons, donc c'est quand même pas très, pas très flatteur, voilà. Donc je pense que ça passe réellement par la prise de conscience des mères de l'éducation. D'ailleurs, on a une expression chez nous, Konmara. Et c'est pareil, hein, quand on dit à une femme, soit une femme, ça veut dire quoi? Soit soumise, soit gentille, soit intelligente, mais pas trop, voilà. Donc, à un moment donné, moi, j'ai envie de dire Anamra ou Mgedda, plus exact. Mais est-ce que c'est voilà. avancé dans l'espace socio-culturel suffisamment pour que ça puisse porter ses fruits comme ça l'a fait dans d'autres pays, Monique El-Grichi? Écoutez, le harcèlement, disons, et le sexisme, c'est une culture chez nous. Et si les jeunes hommes dans la rue se permettent de siffler les femmes, c'est parce qu'on leur a jamais appris que c'était irrespectueux, que la femme était à l'égal de l'homme. Voilà. Donc il y a quand même, il y a l'éducation à la maison, et effectivement, il y a l'éducation à l'école. Il y a tout le travail des associations, je pense. Je pense que la société civile a joué un très grand rôle dans notre pays et continue de le jouer. Et c'est ça qui va faire que les mentalités vont évoluer. Mais si les mères et si les femmes ne changent pas l'éducation de leurs enfants, on aura beaucoup de mal. On pourra mettre toutes les lois du monde que l'on voudra. Ça ne fonctionnera pas. Exactement, et c'est l'un des gestes dont on parlait en première partie d'émission, ces 12 gestes établis par ONU Femmes pour une génération égalité. On parle bien sûr des générations futures. Il y a cet aspect de valorisation des filles et ça passe bien sûr par la maison. J'aimerais à présent souhaiter la bienvenue à une autre de nos intervenantes aujourd'hui que j'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Paris. Il s'agit de Lamia Fikrat, consultante en stratégie et business développement. Merci beaucoup Lamia Fikrat d'être avec nous aujourd'hui. Merci Madame Hicham pour votre invitation et votre accueil. Alors, on en parlait de la perspective socio-culturelle. Il y a cet aspect de valorisation des filles. Vous avez été sélectionné dans un programme justement pour la valorisation des talents, notamment dans la tech, un programme américain. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, au Maroc, nous valorisons suffisamment nos filles pour en faire des pépites, soit-il au Maroc ou à l'international? Alors, je pense que clairement la réponse est non. Et elle est liée à plusieurs raisons très différentes en fonction de si on parle du milieu rural ou du milieu urbain. Donc il y a déjà cette première deux catégories qu'il faut faire. Dans le milieu rural, les jeunes filles, et quand on parle de jeunes filles, on va s'arrêter à 15, 17, 18 ans, les jeunes filles sont bloquées dans leur éducation parce qu'elles sont principalement utilisées pour les tâches ménagères et surtout pour aller chercher l'eau. Alors, de manière indirecte, si on ne résout pas le problème de l'accès à l'eau potable, le développement, l'accès à l'éducation de ces jeunes filles sera compliqué, quand bien même on mettrait en place toutes des initiatives pour améliorer l'accès à l'enseignement, améliorer l'accès aux infrastructures, mettre plus d'enseignants, construire des écoles, etc. Il y a un deuxième point, du point de vue urbain. Aujourd'hui, on a toujours un très grand écueil qui a été mentionné par Madame Grichi et par l'ensemble des intervenantes aujourd'hui, c'est la mentalité. Au Maroc, la culture patriarcale machiste fait qu'on prépare une fille avant même qu'elle soit née à ce qu'elle soit une future épouse qui sera là pour prendre soin des autres. On entend tous très souvent des parents qui disent « Ah, je suis content, j'aurai une fille » ou « J'espère avoir une fille » parce qu'ils se disent et ils l'assument que son rôle dans la vie serait de prendre soin d'eux quand ils seraient âgés. Donc toute cette préconception, tous ces stéréotypes extrêmement genrés font que les jeunes filles ne sont pas nécessairement valorisées. Les seuls cas exceptionnels est la chance qu'elles peuvent avoir d'évoluer dans une famille, dans un environnement social, familial, qui fait qu'on croit qu'une fille a le même potentiel
et les mêmes capacités intellectuelles qu'un garçon. Et là, c'est la seule condition qui fera qu'elles seront effectivement soutenues, poussées par le financement, par le soutien psychologique et moral par leurs enseignants et leurs parents, pour poursuivre leurs études et effectivement devenir de futurs talents et de futures excellentes citoyennes pour leur propre pays. Je m'arrête sur ce mot-là justement. Stéréotype genré, j'apprécie beaucoup Lamia Fikret, mais ce stéréotype genré, il s'applique aussi au militantisme. Parce que pour défendre la cause des femmes, ce sont des femmes qui sortent dans la rue, qui battent le pavé pour porter leur message. Et là, on remarque qu'une nouvelle génération de jeunes hommes, moins jeunes d'ailleurs, milite également. Quelle est l'importance de ce militantisme sans genre finalement pour porter cette cause de la femme et de la fille? Et bien sûr en adaptant cela à nos particularités marocaines. Évidemment. Alors, je pense que ce militantisme, qui a peut-être un mot un peu même connoté négativement, c'est d'ailleurs ce qu'on reproche très souvent au terme féministe, qui fait un peu militant, je suis là pour me battre et pour me révolter. Vous faites bien de souligner qu'on parle d'égalité ici. Et que plus que de 50% de la population marocaine, ce sont des femmes. Donc si nous n'arrivons pas à embarquer les jeunes garçons, les hommes dans le combat, et dans l'accès à une simple égalité, nous n'y arriverons jamais. Je pense aussi qu'il y a un mouvement générationnel qui fait que on va dire que la génération un peu transition aujourd'hui que l'on voit, qui est autour de la trentaine, voire moins, se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Et surtout, ont été beaucoup influencées par leurs parents, soit par l'exemple, par leur père, par leur oncle, leur frère, etc., qui rejetaient cette conception du masculin homme toxique, qui est là pour avoir du pouvoir et qui voit la femme en quelque sorte comme une proie ou comme un objet à sa disposition, mais aussi par des femmes qui ont fait et qui essayent, qui de tous les jours, de faire en sorte d'avoir une éducation la plus égalitaire possible entre la fille, leurs filles et leurs garçons et leurs enfants. Je pense qu'il est nécessaire de mobiliser l'ensemble de la population parce que si nous nous confinons et nous nous arrêtons au militantisme qui est dans le combat, nous n'y arriverons pas. Il faut savoir aussi qu'il y a un pouvoir décisionnel aujourd'hui qui est principalement concentré par des hommes. Donc si les femmes ne font pas partir dans des tables de décision, des tours de table de décision, et ne font pas en fait partie de cette réflexion aussi, nous n'arriverons jamais à atteindre l'égalité. C'est intéressant parce que en même temps, quand on voit sur le, vous avez parlé des capacités des femmes ou des jeunes filles comme celles des hommes, et je parle là et j'évoque ce chiffre sur les lauréats ou les lauréates des écoles d'ingénieurs au Maroc, dont le ratio quand même atteint 42%. 42% des lauréats des écoles d'ingénieurs au Maroc sont des jeunes filles. Or, quand on arrive au marché du travail, eh ben, c'est une autre réalité. On ne retrouve pas ces 42%-là sur les postes déjà pris. Alors, aujourd'hui, la femme dans la tech au Maroc, est-ce qu'elle a sa place dans la tech au Maroc ? Alors clairement, oui. La femme a évidemment sa place dans la tech et dans l'univers en général des STEAM, donc des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques. Nous avons beaucoup de femmes diplômées d'ingénieurs dans le secteur médical. Je pense qu'elles représentent près de 40%. Il y a plus de 30% de femmes qui sont pharmaciennes, etc. Vous faites bien de souligner que le dernier rapport de l'UNESCO sur la science a agréablement surpris les gens au Maroc en disant que le Maroc se plaçait à plus de 40% dans le top des pays du Maghreb, de femmes dans l'éducation des formations ingénieurs. Mais vous faites bien aussi de constater qu'il y a un gouffre, une perte, une déperdition qu'on ne retrouve pas dans le marché du travail. Alors elle arrive à 3 niveaux. Le premier est celui juste après la fin du diplôme. Beaucoup de femmes cèdent à la pression sociale familiale qui fait qu'on leur dit, ben voilà, tu as eu ton diplôme, tu es prête à marier. Et donc, qui ne rentre pas finalement dans le marché du travail. Il faut savoir qu'au Maroc, au global, sur 10 femmes qui sont censées être en âge de travailler active, seulement 2 travaillent. Effectivement, 8 femmes sur 10 sont dans le secteur informel ou sont femmes au foyer.
Donc ce sont des chiffres qui sont malheureusement assez négatifs sur lesquels il faut travailler. Il y a un deuxième gouffre, il se passe pendant les premières années de travail. Alors en particulier dans le milieu scientifique, on va dire de manière plus générale des STEAM, des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, il y a très peu de femmes dans ces milieux. Et donc souvent, la première année ou la deuxième année de la carrière, la femme se rend compte qu'elle est une des rares dans le bureau ou dans le laboratoire, etc. Et ce n'est pas un environnement agréable parce que souvent, elle subit l'exclusion, qu'elle soit voulue ou inconsciente, de l'ensemble des autres collègues qui sont masculins. Donc, ça passe des remarques et des clichés un peu sexistes à des exclusions de réunions ou de réunions commerciales parce que certains hommes n'acceptent toujours pas de discuter avec une femme qui a du pouvoir ou de l'inclure dans la discussion. Ça passe aussi par du harcèlement sexuel, il faut le dire. Beaucoup de femmes craignent ou en tout cas sont déçues par ce genre de choses. Il y a aussi une censure aussi par rapport à la promotion, par rapport, en fonction du statut marital, il y a aussi de la censure au niveau du CV. Dès qu'on voit qu'elle a à peu près la vingtaine, la trentaine et qu'elle vient de se marier, on se dit on ne va pas la convoquer en entretien. J'ai pas envie qu'elle me trahisse parce que je vais découvrir qu'elle va se marier, qu'elle va avoir un enfant. Ça, c'est malheureusement des choses qu'on entend tout le temps au Maroc et qui sont lamentables à ce stade-là. Il y a ensuite un troisième gouffre qui est dans la déception et qui arrive après quelques années de travail dans ces univers-là et qui fait qu'au bout de X années d'efforts, de performances, les femmes se rendent compte qu'elles sont toujours exclues des promotions, des postes de direction, des postes de management. Absolument. Et c'est tout simplement un cercle fermé qui fait que les hommes ont principalement le réflexe d'être entre eux et de ne pas promouvoir la femme qui leur donne l'impression de réfléchir différemment, d'être un peu à part et d'un peu de les gêner dans leur cercle. Donc malheureusement, ces trois gouffres se voient. Il faut aussi saluer qu'il y a plusieurs entreprises qui ont des initiatives actives, qui travaillent sur comment attirer, former et surtout promouvoir en interne des femmes dans le secteur des STEAM, dans plusieurs, que ce soit dans le secteur automobile, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la high-tech, dans le secteur bancaire, etc. Donc je préfère finir sur cette note positive et dire qu'il y a, au-delà du travail de conscience, il y a un travail de suivre ces initiatives et surtout de les mesurer, de devoir rendre des comptes. Oui, et puis il y a beaucoup d'initiatives justement qui naissent mornées ou qui voient le jour, mais finalement sans véritable action concrète qui se prennent en faveur des femmes. Mais juste, je voudrais peut-être terminer, n'est-ce pas, avec vous, avant le flash de l'information, Lamia Fikret, vous travaillez beaucoup avec les jeunes filles également. Qu'est-ce qui remonte et quelles seraient vos recommandations? On a parlé de beaucoup de recommandations en faveur, bien sûr, de la femme, vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis de la société civile. Mais si on devait parler à ces jeunes filles? Alors, si on devait parler à ces jeunes filles, je pense qu'on aurait deux attitudes. On pourrait avoir une action en tant que femme ou en tant qu'homme, soit de manière directe ou soit de manière indirecte. De manière directe, ça passe par des gestes ou des mots ou des actions. Soit se mettre à disposition d'une jeune fille qui se pose des questions d'orientation, soit la soutenir quand on sent que son entourage ne la soutient pas dans ses études, soit corriger des gens autour d'elle qui essaient de la bloquer. Donc typiquement, que ce soit un professeur, un parent ou quelqu'un dans la rue qui voit qu'un jeune garçon ou un homme ou une femme même ne soutient pas de manière positive une jeune fille, il faut intervenir. Je pense qu'il y a un sujet de courage qui a été mentionné dans la discussion précédente, qui est extrêmement important. Il ne faut plus laisser passer des choses. Il y a un deuxième point qui est plutôt de manière indirecte. Je pense que nous avons tous, de près ou de loin, la capacité d'agir de manière indirecte, en soutenant des initiatives, par exemple pour le sport des jeunes filles, qui est un élément qui permet vraiment de développer leur personnalité et leur estime de soi. Nous pouvons aussi, de manière indirecte, influencer en fait certaines initiatives par de la discrimination positive au sein de l'emploi, par exemple, comme on a vu dans les dernières recommandations du Conseil économique et social, de toutes les autres sphères, que ce soit du point de vue public, citoyen, mais aussi éducationnel. Nous pouvons aussi instaurer dans le milieu de l'éducation certaines contraintes et des réglementations qui font qu'on interdise à des professeurs de dire à des filles aujourd'hui que c'est pas grave si elles comprennent pas des mathématiques parce que c'est pas fait pour les femmes et que leur cerveau n'est pas adapté à ça. Donc
y a des gestes, je vous ai donné quelques exemples de gestes plus ou moins différents, qui sont extrêmement importants et qui démarrent très souvent par l'éducation à la maison et donner l'exemple. Voilà. Et vous Alors du rejoignez, point de vue, voilà. vous rejoignez ce qu'a dit Monique El Gréchy. Je vous laisse finir peut-être votre idée, Lamia Fikret. Oui, je souhaite aussi partager un point très important, c'est la visibilité, la cooptation et le mentoring. C'est extrêmement important de voir qu'une fille de 8 à 12 ans, voire plus âgée, voit qu'il y a des femmes qui sont épanouies, qui ont une carrière. Et c'est encore plus important qu'un jeune garçon le voit et trouve ça normal. Donc le fait de mentorer, de donner un coup de main à des jeunes filles, de faire des tours dans des lycées, dans des universités, même dans des zones rurales pour parler des opportunités que les filles ont, de les soutenir sur leurs rêves, est extrêmement important aujourd'hui. Et Voilà. notamment avec les dangers des réseaux sociaux et ces nouveaux rôles modèles qui véhiculent une image de la femme parfaite ou de la fille parfaite qui est loin de ce qui doit être fait. En tout cas, merci beaucoup, Lamia Fikret, d'avoir enrichi cette discussion. Merci beaucoup. Merci à vous. À très Et bientôt. Monique El Gréchy va rester avec nous. Nous allons nous arrêter le temps d'un flash de l'information et nous reviendrons pour justement parler de ce body shaming, de cette image de la femme sur les réseaux sociaux et de comment corriger cela parce qu'il en va de toute une génération de filles aujourd'hui qui sont en face de leur téléphone portable et qui suivent tout ce qui est déversé sur ces réseaux sociaux. Merci beaucoup de rester avec nous. À tout à l'heure. Et à nouveau, bienvenue à toutes et à tous à cette émission spéciale en direct de Médien TV, émission spéciale bien sûr à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Nous continuons notre discussion, toujours depuis Casablanca avec nous Monique El Gréchy et se joint à nous depuis Miami aux États-Unis Yasmina Ben Slimane, fondatrice de Politics for Her. Merci mesdames de vous joindre à nous. Ma question va vers Monique El Gréchy et c'est par rapport à ce que l'on discutait avec Lamia Fikret il y a quelques minutes, à cette question de mentalité et cette place du digital. Quelle est la place aujourd'hui du digital pour faire avancer les choses en faveur d'une inclusion ou de plus de respect des droits de cette femme marocaine? Alors, je vais vous dire que je suis un petit peu effondrée par la prise d'assaut sur les réseaux sociaux des femmes et surtout on véhicule beaucoup de clichés sexistes. Absolument. Avec une hypersexualisation qui n'ont jamais été aussi présents aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense que Instagram aujourd'hui, grâce à des applications, vous rend très jolie, très belle et qu'aujourd'hui finalement on a plus tendance à montrer la vie que son avis. Et ça, c'est un petit peu dangereux, je pense. Il y a aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a même des jeunes femmes qui sont devenues des stars, qui arrivent à en vivre. Mais tout ce qu'on montre, c'est beaucoup de jeunes bimbos, avec beaucoup de filtres, avec une vie un peu idéale. Et je pense que c'est pas très bon pour les jeunes femmes, justement, et les jeunes filles d'aujourd'hui, à qui on devrait plutôt enseigner la valeur du travail, la valeur du respect de soi et la valeur du travail en particulier. Voilà. Il y a plus que de l'image, justement. Voilà, Yasmina Ben Slimane, justement, vous en faites un de vos, en tout cas, une de vos causes dans le militantisme que vous avez entamé il y a quelques années maintenant, malgré votre jeune âge, n'est-ce pas? Et c'est tout en votre honneur. Cette image de la femme dans les réseaux sociaux aujourd'hui, malgré tous les appels et toutes les alertes qui ont été lancées, elle ne fait que se détériorer. Que faites-vous en tant que société civile pour arranger cela? Est-ce que déjà c'est rattrapable? Alors tout d'abord, merci de m'avoir aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Et je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été mentionné auparavant. Il y a toujours eu des standards de beauté, ce depuis la nuit des temps, mais ça a été beaucoup plus accentué
accentué avec les réseaux sociaux, notamment avec l'utilisation de logiciels comme Photoshop, avec les filtres. Et bien sûr, les canons de beauté vont varier d'un endroit à un autre, mais ils promouvoient une image trop étroite et trop irréaliste de la féminité et des femmes en général. D'autant plus que les femmes, et encore plus les jeunes femmes et les jeunes filles, à travers le monde, passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux qui, de nos jours, ont connu une invasion de modèles vides d'esprit où tout est axé sur le physique. Mais d'un autre côté, il y a aussi une utilisation positive des réseaux sociaux et de plus en plus de jeunes qui sont actives et qui militent pour une acceptance de soi avec les imperfections, avec des photos non retouchées. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec Politics for Her, qui se traduit par politique pour elle, où pendant le mois de mars, par exemple, nous avons lancé une campagne Beyond Her Body, donc au-dessus de son corps, où on a encouragé les jeunes femmes à s'accepter, à s'aimer au naturel. Moi, je crois énormément en l'utilisation positive des réseaux sociaux et ça a été prouvé depuis les révoltes du printemps arabe parce que c'est primordial au changement. Surtout nous, en tant que jeunes, nous avons été nés dans un monde digital extrêmement connecté et on veut prouver à travers Politics for Her que nous sommes capables. Juste une personne est capable de changer le cours des choses et ça a été démontré récemment, par exemple aux États-Unis avec le Black Lives Matter Movement. Juste avec une vidéo qui a été partagée des millions de fois, ça a apporté du changement. Ça a été le cas aussi du mouvement Me Too aux États-Unis contre les agressions sexuelles du célèbre producteur hollywoodien Harvey Weinstein. Donc c'est exactement ce qu'on fait à travers Politics for Her. On veut prouver qu'en tant que femme, qu'en tant que jeune femme éduquée, nous pouvons contribuer au changement, que avant tout, il faut apprendre à s'accepter, à s'aimer, à croire en soi et que cela va au-delà du physique, qu'on est capable et que même les réseaux sociaux aujourd'hui, ils challengent le rôle des médias traditionnels parce que les citoyens ont le pouvoir, on s'informe sur les réseaux sociaux, on est actif à travers des réseaux sociaux. Et pour finir sur une note positive, moi je vois de plus en plus de jeunes Marocains qui sont très actifs, notamment à travers les réseaux sociaux et qui vont appliquer ce changement dans la vie réelle. Donc absolument, c'est très rattrapable et je crois en la jeunesse et encore plus en la jeunesse marocaine. Et on y croit aussi, et grâce à des jeunes comme vous, certainement les choses vont bouger. Alors, Monique El-Grichi, tout à l'heure, je voulais vous interpeller sur cette question de harcèlement. Tout à l'heure, Lamia Fikrat a parlé de harcèlement dans le milieu scientifique par rapport à ces femmes ingénieurs. Qu'en est-il des métiers liés à l'image, des métiers de la communication, de la publicité? Est-ce le cas aussi au Maroc, comme c'est dans le monde entier? Est-ce qu'on ne risquerait pas aussi de vivre un mouvement MeToo à l'échelle nationale qui soit lié bien sûr à la communication ou à la production audiovisuelle de manière beaucoup plus spécifique? Écoutez, je crois, oui, le sexisme, c'est quelque chose de très culturel au Maroc. Le harcèlement fait partie du quotidien des femmes. Mais professionnel, en fait, dans l'environnement professionnel. Plus dans l'environnement professionnel, bien sûr, dans des milieux ouvriers, agricoles, etc. Peut-être moins dans des milieux, disons, tertiaires, de services, etc. Mm-hmm. Mais franchement, avant de parler de harcèlement et de sexisme, comment voulez-vous au Maroc lutter contre le harcèlement et le sexisme alors que le viol n'est pas puni? Donc, à un moment donné... je veux dire... Enfin, si, il est puni. Enfin, je veux dire, il est puni, mais peut-être que les sentences ne sont pas... Non, l'article 486 n'aborde pas le viol en tant que tel. Il aborde les violences faites aux femmes, mais il n'aborde pas le viol. Et aujourd'hui, quand une jeune femme ou une femme porte plainte contre le viol, il faut qu'elle prouve qu'il y a eu une agression physique et des dégâts physiques, ce qui est extrêmement dur à prouver. De plus, elle s'expose à cause de la loi 490, l'article 490 et 491, à être poursuivie pour relations sexuelles hors mariage. Donc, vous voyez, on est quand même très, très loin des États-Unis et de la France et des mouvements MeToo, etc. Malheureusement, hein, on n'en est pas encore là, puisque chez nous, le viol n'est même pas encore puni. Le viol conjugal, encore moins. Un célèbre ministre de la Justice, en 2013, avait déclaré que ce n'était pas possible de punir le viol conjugal puisque l'homme avait le droit
au devoir conjugal. Donc, partant de là, voilà, on en est quand même très très loin. Donc, oui, il y a du sexisme, oui, il y a du harcèlement, c'est clair. Mais quelqu'un qui n'est pas puni parce qu'il a violé une jeune femme, on se rappelle tous de l'affaire Amina Filali, voilà. Donc, c'est pour ça que je pense quand même qu'au Maroc, on est quand même encore un petit peu loin. Alors, au Maroc, c'est un peu une dichotomie. D'un côté, on a ce problème-là, et d'un autre côté, on est sur, comment dire, on est en même temps, voilà, sur les réseaux sociaux, effectivement, on est très fiers de dire qu'on a plus de 15 ou 20 millions d'internautes, voilà. Et malheureusement, alors effectivement, les réseaux sociaux, c'est vital. Aujourd'hui, c'est naturel, et Lamia avait parfaitement raison. Maintenant, au Maroc, c'est beaucoup employé, en tout cas chez les jeunes femmes, plutôt pour se valoriser, plutôt que pour des grandes causes, hein, voilà. Et on est encore loin de... Voilà, on a une justice quand même... en fait, vous savez, c'est les limites du code pénal marocain. Voilà. Et tant que le viol restera impuni, le harcèlement et le sexisme, voilà, continueront et perdureront dans notre pays, c'est clair. C'est ce que en tout cas, nous ne le souhaitons pas, et nous sommes ici justement pour mettre la lumière sur ces phénomènes-là et sur leurs impacts hautement négatifs sur, que ce soit les femmes d'ailleurs ou même les hommes dans ce pays. J'aimerais peut-être faire réagir Yasmina Ben Slimane par rapport à cette question. Oui, alors je suis d'accord, pour moi aussi, c'est une grande lutte d'apporter du changement au niveau législatif au Maroc, parce qu'il y a un grand vide juridique dans la protection des femmes et des enfants, et des jeunes femmes en particulier. Et je pense aussi que si on veut vraiment qu'il y ait du changement au niveau social, au niveau culturel, il faut d'abord commencer par un travail de fond sur nos textes de loi qui doivent être réformés, qui doivent être changés. Et je pense que c'est extrêmement possible, parce que, comme l'a prouvé en 2014 l'abrogation de l'article 475 qui punissait les femmes victimes de viol, qui les forçait à se marier à leur agresseur. Et comme ça a été mentionné, l'affaire de Amina Filali qui s'est donné la mort parce qu'elle ne pouvait pas supporter être mariée à son bourreau, et c'est extrêmement malheureux. Mais il y a beaucoup de challenges qui viennent jusqu'au jour d'aujourd'hui, et si les femmes sont victimes de viol, non seulement c'est extrêmement dur de prouver, mais en plus de ça, il y a la pression de la société, et en plus de ça, il y a l'article 490, comme ça a été mentionné, qui punit les relations sexuelles hors mariage. Et il y a aussi énormément de violence sur les réseaux sociaux. Il y a eu une grosse vague de revenge porn pendant le mois de Ramadan de l'année dernière, avec des divulgations de photos intimes, parfois de mineurs. Et elle ne savait même pas comment réagir, elle ne savait même pas ce qu'il fallait se faire. Mais il y a des jeunes qui ont créé un mouvement à travers les réseaux sociaux, Diha Frasek, pour justement lutter contre les divulgations non consensuelles d'images de jeunes filles et de femmes marocaines. Et c'est pour ça que je crois au changement, et que je pense que même à travers les réseaux sociaux, on est capable de faire bouger les choses, et après, à partir de là, d'apporter du changement dans la vraie vie. Et tout doit commencer par une réforme du code pénal. J'y crois fortement aussi. Mais si, en ayant un ministère qui est dédié justement à la femme et à l'égalité, on n'arrive toujours pas à atteindre ces objectifs-là. Je m'adresse à présent à Monique El Grichi. Qu'est-ce qu'il nous reste du coup si un département entier peine, n'est-ce pas, à faire avancer les choses en faveur de cette femme marocaine? Ceux qui ont beaucoup fait avancer les choses, je pense, dans notre pays, c'est la société civile. Effectivement, il y a eu le mouvement Massaktesh qui a été important. Tout à l'heure, on a parlé avec la présidente de l'association Jouj aussi, qui fait énormément. Il y a quelques années, rappelez-vous, l'association INSAF a milité pendant des années pour le travail, pour la lutte contre le travail des petites bonnes. C'était comme ça qu'on appelait ça, et elle a réussi à faire passer cet article aussi. Donc il y a énormément, et d'ailleurs la plupart de ces grandes associations, que ce soit INSAF, L'Heure Joyeuse, Baïti, les citoyens, elles sont dirigées par des femmes.
Et je pense que les femmes au Maroc, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans la société civile et chez les femmes marocaines, et c'est elles qui font bouger les choses. Et quand on parle de l'affaire de Amina Filali, je crois que le reportage à l'époque, le documentaire qu'avait fait la jeune réalisatrice marocaine In Ben Sari, a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur les jeunes Marocains parce que elles parlaient leur langage, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Donc je pense que, et tout à l'heure quand je disais que les médias, en fait quand je parle des médias, qu'ils soient digitaux, audiovisuels, classiques ou via le digital, ont un rôle extrêmement important à jouer pour contrer, pour lutter contre ça. Et malheureusement, comme vous dites, les ministères n'ont pas fait grand-chose. En tout cas, les différents ministres aux droits de la femme, comme on dit. Pour l'instant, je pense qu'il y a eu plus de manifestations. Rappelez-vous la manifestation aussi à Rabat, où on était des milliers de femmes quand on nous avait traités de comment c'était là ah là là. De lustre. Voilà, de lustre. Voilà, nous étions des lustres qui éclairions les foyers. Voilà. Donc, je pense que voilà, à travers tous ces mouvements, à travers toutes ces femmes qui militent, et il y a des associations, il n'y en a pas qu'à Casa et Rabat, il y a tout un tissu associatif dans tout le Maroc, dans la région des Saouira, dans l'arrière-pays, les coopératives, les femmes se sont mobilisées pour... Et vous savez, il y a un point quand même positif, même si le recul, il y a beaucoup de recul dans les femmes qui travaillent. Par contre, les autos, avec la nouvelle loi sur l'auto-entrepreneuriat, il faut savoir quand même que 47% des femmes, depuis que la loi a été créée, les 47% des auto-entrepreneurs sont des femmes. Des femmes, oui. Donc, vous voyez que il y a le bouche à oreille qui fonctionne, il y a les réseaux sociaux, tout ça fait que aujourd'hui, les femmes se prennent en main, et je pense que ce qu'on doit inculquer, c'est cette culture. Voilà, d'abord, c'est l'éducation, parce que sans éducation, on n'a pas accès à rien. Il y a aussi des programmes, je vois au niveau de l'heure joyeuse, il y a un programme qui s'appelle la COAP, c'est la cellule d'orientation et d'insertion professionnelle, qui prend en charge chaque année des centaines de jeunes, ce qu'on appelle les NEET, sans emploi, sans stage, sans aucun avenir. Là-dedans, il y a 50% de jeunes femmes à qui on apprend d'abord à s'estimer, à se valoriser, à parler. Donc c'est le savoir-être, et en plus du savoir-être, c'est après leur donner une formation pour les insérer dans la vie professionnelle. Et il y a même des petits formats d'entrepreneuriat. Et je pense que voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Il y a une vraie appétence sur ces sujets parce que tout le monde ne peut pas faire des études supérieures, tout le monde ne peut pas accéder à des grandes entreprises, parce que dans les grandes entreprises, il y a des programmes pour la parité. Toutes les grandes entreprises marocaines aujourd'hui ont pris conscience que c'était important, et d'abord, c'est presque devenu aujourd'hui obligatoire pour avoir des notations Vigéo, etc. C'est tout ce qui est RSE, parité. Mais ces grandes entreprises, elles ne sont pas à la portée de la majorité des femmes qui travaillent dans l'informel ou dans des secteurs précaires. Et c'est celle-là qu'on doit protéger, c'est celle-là qu'on doit aider, c'est celle-là qu'on doit soutenir. C'est ces femmes-là qu'il faut aider à sortir. Et souvent aussi, elles sont chefs de famille. N'oubliez pas qu'au Maroc, beaucoup de femmes sont chefs de famille dans des milieux sociaux très, très défavorisés. Et ces femmes-là, non. Il n'y a pas d'accès, malheureusement pour elles, il n'y a pas d'endroit où laisser leurs enfants. Donc ça aussi, c'est très, très difficile. Enfin, et toutes ces associations aident toutes ces femmes, justement, à pouvoir bénéficier d'un emploi tout en gardant leurs enfants, les éduquant, etc. Voilà. Je vais peut-être terminer avec Yasmina Ben Slimane. Donc vous êtes aux États-Unis, vous évoluez donc aux États-Unis, un pays connu pour le respect du choix de l'autre et cette liberté, premier amendement de la Constitution américaine. Vous restez quand même marocaine. Quels sont selon vous les changements à apporter, peut-être pas dans un futur très proche, pour qu'on respecte davantage le choix de l'autre? Alors, c'est une très bonne question parce que malheureusement, à travers l'activisme que je fais, je me reçois beaucoup de haine, notamment dans les commentaires de vidéos. Et pour la grande majorité des cas, ça vient de mes compatriotes marocains.
il y a beaucoup de jugements, il y a un manque de compassion, de tolérance, alors que nos différences devraient nous rapprocher. On devrait apprendre les uns des autres et prendre en considération les différentes expériences et les différents vécus, les différents facteurs économiques, politiques, culturels. Et c'est pour ça que je prône le féminisme intersectionnel, parce que le féminisme, c'est justement respecter le choix des autres, respecter le choix des femmes. Si une femme, par exemple, veut consacrer sa vie et son temps à sa carrière, c'est tant mieux. Mais si une femme veut être femme au foyer, c'est aussi tant mieux. C'est justement avoir du respect envers les autres, parce que chacun a le droit, ou devrait avoir le droit, de prendre les décisions qu'il ou qu'elle veut concernant son corps, son bien-être, sa famille et son avenir, encore plus important. Et une question à se poser, c'est que si le choix des autres va vous déranger personnellement, demandez-vous pourquoi est-ce que ça vous dérange. Pourquoi ? Il faut arrêter d'avoir des préjugés, d'avoir des jugements de valeur. Et c'est tout simplement, ça n'aide pas. Ces préjugés, ils sont susceptibles de motiver votre réaction et tenir compte des circonstances qui distinguent dans leur vie de la vôtre. Donc, il faut écouter le raisonnement des autres. Il faut être apte à écouter et à apprendre, être ouvert d'esprit. Et c'est ça qui nous manque. Et bien sûr, ça va prendre des générations et des générations, mais on l'espère un peu moins quand même que des générations et des générations. On espère que d'ici la prochaine génération, et grâce peut-être même aux réseaux sociaux, les choses pourraient changer quand même. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment miser sur la jeunesse. Et il y a tellement d'espoir et les jeunes sont éduqués, ils sont conscients et ils veulent apporter du changement. Donc c'est pour ça que ça fait toujours plaisir de voir cet élan de solidarité, que ce soit les Marocains au Maroc ou la diaspora. Et voilà, donc il y a énormément d'espoir et c'est juste un travail à faire sur nous-mêmes. Il y a toujours de l'espace pour s'améliorer et Absolument. pour changer les préjudices qu'on a. Évoluer, parce qu'il s'agit de faire évoluer les choses. Exactement. Et on espère que ce n'est pas que pour le 8 mars que ces messages sont adressés. Il faut comme un petit rappel qui soit constant par rapport à toutes ces questions que nous avons discutées aujourd'hui. Voilà, cette émission spéciale touche à sa fin. Je réitère mes remerciements à mes deux dernières invitées, Monique El Grichi et Yasmina Ben Slimane, qui ont encore une fois enrichi cette discussion. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Et bien sûr, je remercie toutes les intervenantes qui se sont succédées tout au long de ces 2 heures pour porter ce message de l'inclusion de la femme en tant qu'élément principal de la société, non seulement du foyer, mais aussi de la société, et qui fait que nous rêvons et nous continuerons de rêver au féminin comme au masculin d'un lendemain meilleur pour nos jeunes générations de filles marocaines, soient-elles ici au Maroc ou ailleurs. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente suite des programmes. J'aimerais également remercier toutes les personnes qui ont travaillé en cette journée particulière tout au long de cette journée sur Média TV, qui ont permis de réaliser tous ces programmes à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Merci à vous de votre fidélité.